Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 80 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. Si je vous demande comment s'appelle la zone entre votre vulve et votre anus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Est-ce que vous arrivez tout de suite à visualiser votre périnée ou est-ce que c'est encore un petit peu flou ? Cette zone, un peu taboue et mal identifiée par les premières concernées, les femmes, reste une zone d'une importance capitale. Si les hommes ont eux aussi un périnée, les femmes découvrent souvent sur le tard son rôle fondamental. Sabrina, alias Princesse Périnée sur les réseaux sociaux, est kiné et ostéopathe de formation. À travers son compte, elle décrypte et met en valeur la beauté et surtout l'utilité de notre périnée. Si vous vous êtes toujours posé des questions sur votre périnée, son rôle, son importance, son lien avec une sexualité épanouie, sa rééducation, sa prise en charge par un professionnel, eh bien, ne cherchez plus. Dans cet épisode, vous aurez presque, j'espère, toutes les réponses à vos questions. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sabrina, ou plutôt je devrais dire Princesse Périnée. Tu sais que pendant un long moment je me suis dit mais je sais même pas son prénom. Ça fait ça à beaucoup de monde. Mais on peut m'appeler Princesse, j'aime bien. T'aimes bien ? Ouais, c'est pas mal, t'as raison. Ouais, clairement t'as raison, on a le droit. Alors pourquoi est-ce que t'as voulu devenir kiné ? J'ai toujours voulu soigner avec mes mains. Donc très tôt, je me suis posé la question d'être kiné ou ostéopathe. J'ai commencé par la première année de médecine parce que ma mère m'avait dit écoute, tu vas pas regretter de pas avoir essayé. Et ben il se trouve que ça m'a plu. Il se trouve qu'après, dans la première année d'études en santé est arrivée la kinésithérapie. Et quand j'ai eu mon diplôme de kinésithérapie, très vite j'ai enchaîné sur l'ostéopathie parce qu'en fait ça me suffisait pas et du coup je voulais être kiné ou ostéo. Je suis kiné et ostéo. Ah oui, t'as fait les 2. Ouais, j'ai les 2 diplômes. Et alors donc toi tu n'es pas pour cette petite guéguerre entre les kinés et les ostéos, j'imagine. Non, parce que moi je mets toujours le patient au centre du soin et en fait il faut les 2. J'ai la chance d'avoir les 2 et de voir la complémentarité. Mes patientes le voient aussi, elles voient très bien quand on est en séance ostéo, quand on est en séance de kiné. Et du coup, si c'est pas la même personne qu'elle ait 2 diplômes, c'est pas grave, mais au moins que ça soit au service du patient. J'aime bien ce genre de discours, être au service du patient, tu sais. Il y en a quelques-uns qui ont oublié ce petit détail. C'est pas faux. Alors, tu as créé Princesse Périnée. Elle est venue d'où cette envie de partager ton savoir sur les réseaux sociaux et notamment autour du périnée ? Alors, pour 2 raisons. Une première qui m'est toute personnelle, en fait, des accidents de la vie. J'ai une épaule qui est pas très opérationnelle. Et du coup, 2 longs arrêts de travail de 9 mois, comme quoi il fallait peut-être que quelque chose naisse. Et la possibilité d'arrêter mon métier et de kiné et d'ostéo parce que une épaule qui pouvait pas tenir. Donc je faisais déjà de la périnéologie et je me suis dit écoute, je vais faire 100% périnéo. Comme ça va protéger mon épaule en fait et je vais pouvoir continuer mon métier.
Donc, je me suis mis à corps perdu dans cette spécialité. Et chose que je savais déjà, c'est qu'on récupérait des patientes à qui on apprenait à bien faire pipi, à bien faire caca, qu'il fallait pas être constipé, qu'il fallait pas pousser. Et plusieurs consoeurs, on s'est dit, il y a un moment, c'est quand même pas normal qu'on leur apprenne ça quand il y a un problème. Ça devrait être appris à un autre moment. Et donc tout naturellement, quand j'étais sur les réseaux pour d'autres raisons, puis petit à petit, je suis arrivée à cette évidence que c'était le lieu parfait pour dédramatiser les pathologies du périnée et sensibiliser, éduquer à la santé. Voilà, Et ça m'a paru évident. ça a été une évidence et tout de suite, tu as rencontré du monde qui s'intéressait à ce sujet sur les réseaux sociaux ou c'était encore un peu tabou au moment où tu l'as créé? Je sais pas, je connaissais déjà beaucoup de monde en tant que soignant dans la périnéologie, mais ce que j'ai rencontré très vite sur les réseaux, c'est des patientes ou des personnes qui n'étaient pas encore patientes, de me dire: «Ah non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, il faut vraiment que tu m'en dises plus parce que là je découvre, je savais pas que c'était pas normal de pas se faire pipi dessus». Je savais pas que c'était pas normal de se faire pipi dessus par contre. J'ai dit: «Bah non, une goutte c'est déjà une fuite». Donc déjà je me suis dit: «OK, ben, je suis pas là pour rien». Voilà, il y a des choses à dire et les autres soignants et les confrères kinés qui me disaient: «Bah ça m'intéresse, mais je vais pas faire tout un cursus de spécialisation. Mais par contre, on n'a pas assez de connaissances sur le sujet donc j'adore écouter, ce que tu dis pour juste avoir des bases, quoi». Ah oui, donc en fait, tu as un double emploi. Moi, je le vois en tant que patiente lambda, mais au final, tu donnes des billes à des soignants qui n'ont pas le temps d'aller faire la formation que tu as faite ou qui n'ont juste jamais eu des connaissances sur le sujet. Ouais, c'est ça, c'est pas un lieu de formation, mais c'est un lieu de mise en avant, tu vois? C'est vraiment, la périnéo, ça pourrait être pour vous. La périnéo homme, on en parle peu, mais elle est sous-représentée et donc si je peux motiver des confrères à se former, tant mieux et si jamais je les motive pas à se former, au moins que enfin, s'ils font leur boulot en disant, à une patiente qui a des fuites urinaires que c'est pas normal, en fait, ils ont déjà fait la moitié du job, quoi. Hmm. Est-ce que toi, tu as Voilà. une explication logique, rationnelle sur le fait que la plupart des femmes, on ne connaît absolument pas cette zone du périnée et que, a fortiori, on la découvre quand on est enceinte et qu'on accouche? Alors, déjà, je pense que donc moi, dans mes formations, j'ai eu des formations vraiment de kiné, puis j'ai fait un DU, un diplôme interuniversitaire un peu médical et le mémoire de ce DU, c'était de faire le point en prévention en périnéologie à l'instant T, donc il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai tout bien eu le temps de lister et déjà, il y a pas de petits livres d'enfants sur comment bien faire caca, comment bien faire pipi et nommer que c'est le périnée. Tu vois, là, je cherche encore. Mon fils, il a 5 ans et demi. Je viens de lui acheter Zizi et Zézette. Donc, il y a pénis, il y a testicule, il y a vagin, il y a vulve. Déjà, c'est pas mal. Mais il y a pas marqué périnée. Tu vois, bien faire caca et tout ça. Souvent, on voit encore les images des petits enfants qui poussent fort comme ça parce que c'est dur de faire caca. Donc, déjà, la base, elle est là. En fait, c'est pas tabou de parler de périnée. On peut parler de périnée avec l'apprentissage à la sexualité, avec l'apprentissage du corps humain, mais on peut l'apprendre quand on parle de pipi, quand on parle de caca, mais ce mot n'apparaît pas déjà. Donc forcément, quand on ne parle pas de quelque chose, on ne le connaît pas. Et ça continue après, éducation sexuelle ou éducation physique et sportive, on n'en parle pas. Et puis ça, on le découvre autour de la maternité, autour de l'accouchement. Donc, ce qui pose doublement problème, c'est qu'il y a une zone qui est totalement inconnue dans son corps, donc qui dit méconnue et découverte via un énorme changement qui est la maternité, qui est la parentalité, ou via un traumatisme quand en plus l'accouchement se passe pas bien, qu'il y a une épisiotomie, qu'il y a des déchirures ou que ça fait une espèce de mélange dans la tête qui est hyper difficile à vivre parce que certaines avaient déjà des problèmes de périnée avant mais n'en avaient pas conscience. Beaucoup utilisent mal leur périnée et n'en ont pas conscience. Donc ça, c'est un travail politique qui doit se faire avec les instances de notre métier pour qu'en fait on bilante. Moi, j'aimerais qu'on bilante toutes les femmes au premier trimestre de grossesse.
à minima. Et si on pouvait les bilanter dès... alors l'adolescence, c'est compliqué parce qu'il y a une histoire de majorité, mais aux alentours de la vingtaine. Et après, c'est surtout former, ce que je fais moi, c'est former les coachs sportifs pour qu'ils aient une notion autour du périnée, de la cavité abdominale, et qu'ils disent les bons mots, qu'ils utilisent les bons gestes et qu'ils redirigent. Parce que si dans des cours collectifs, une coach sportive, on n'en fait plus trop maintenant de cours collectifs, mais même en Zoom, tu vois, une coach sportive qui saute partout, qui dit allez les filles, on fait des jumping jacks et tout, et puis si vous pissez dessus, c'est pas normal, allez. Tu vois, juste de dire la phrase, de dédramatiser et de dire oui, ça arrive, mais c'est pas normal. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est oui, ça arrive, mais c'est pas grave. Si, c'est grave de se faire pipi dessus. Je rejoins ce que tu dis parce que j'ai fait 10 ans d'athlétisme. Je sais que j'ai abîmé énormément mon périnée à l'athlétisme parce que les coachs n'étaient absolument pas formés. Et je pense qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'hypopressif ou de périnée. On va en parler de l'hypopressif. Et j'ai vu qu'à 14 ans, moi, je faisais du trampoline, je me faisais pipi dessus. Il n'y a personne qui m'a dit « ce n'est pas normal ». C'est que quand j'ai été en rééducation du périnée, que j'en ai parlé à ma sage-femme, qui m'a dit « ah oui, t'as des antécédents quand même ». Et là, tu dis « ah ben, ça fait 15 ans que je vis avec et il n'y a personne qui m'a jamais dit ». Mais j'ai espoir que nos filles, aujourd'hui on en parle et que ça changera. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le rôle du périnée et pourquoi il est si important ? Alors, le périnée, déjà, on va dire ce que c'est une zone. J'en ai parlé déjà, mais c'est une zone qui va de l'os qui a juste à l'avant du bassin, le pubis, à l'os qui a le plus en arrière des fesses, le coccyx. Voilà, ça fait un losange à peu près comme ça. Donc c'est une zone, ce n'est pas un muscle et ce n'est pas des muscles. Il y a beaucoup de tissus mou, il n'y a que 20% de muscles dans le périnée. Son rôle, il est multiple. Il ferme en bas la cavité abdominale, donc forcément, il faut qu'il soit hermétique. Il faut qu'il nous empêche de faire pipi, ça on vient d'en parler pas mal. Il faut qu'il nous permette de faire caca quand on a envie, sans forcer, sans pousser. Donc il a un rôle dans on appelle ça la continence, tout l'apprentissage de la propreté. Il a un rôle dans la sexualité, parce que ce n'est pas normal que ça fasse mal, quel que soit l'âge, etc. Une sexualité ne doit pas être douloureuse, elle doit être libre et épanouie. Des sexualités masculines et féminines, ça marche pour les deux. Et ça a un rôle dans la force. C'est les muscles du noyau, les muscles du tronc, les muscles du centre, les core muscles, on leur donne le nom qu'on veut, mais les muscles de la cavité abdominale. Moi, j'ai toujours tendance à dire le périnée, c'est le premier abdominal. Parce que pour qu'il travaille bien, le périnée, il faut qu'il travaille ce qu'on appelle en synergie avec les muscles du bas de l'abdomen. Classiquement, on parle du transverse, qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale. Et en fait, un périnée qui fonctionne bien, c'est un périnée qui est souple, qui est réactif, qui est mobile, qui travaille correctement dans la respiration, dans le souffle, avec les abdos bas. Et donc, on n'a pas à se soucier, en fait. Ça, c'est un périnée qui est fonctionnel. Et comme on n'a pas à s'en soucier quand il va bien, on a tendance à l'oublier. Mais non, il ne faudrait pas l'oublier. Oui, c'est ça. Le problème, quand on commence à comprendre le périnée, on a compris que c'est pour toute la vie. C'est ça. Et là, on se dit, ok. C'est quand même utile, quoi. C'est ça. Il fait beaucoup de choses pour qu'on se passe d'en parler. Comment est-ce qu'on prend soin de son périnée ? Alors, déjà... je crois que je l'ai amené doucement, mais on apprend à le connaître. La première des choses, c'est savoir qu'il existe et apprendre à le connaître. Pour moi, ça me paraît être la base. Après, je le compare souvent au visage. Comme je disais, il n'y a que 20% de muscles. Tout le reste, c'est des organes et du tissu mou. Donc, il est réel que la génétique joue. On n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même qualité de collagène et d'élastine, qui sont les membranes qui maintiennent nos tissus. Après, on ne part pas tous avec la même génétique, mais on l'entretient. Donc, qu'est-ce qui fabrique, entre guillemets, de collagène et de l'élastine ? C'est des protéines, donc une alimentation équilibrée et une hydratation correcte, ce qu'on a tendance à oublier. Et après, le soutènement de tout ça, les muscles, mais les muscles bien utilisés. Donc, moi, j'ai autant de patientes qui ont des périnées trop faibles que des périnées trop forts, ce qu'on appelle hypertoniques.
Et on peut avoir des fuites urinaires avec un périnée hypertonique. Et on peut avoir plein de soucis avec un périnée hypertonique qui est du coup très très fort, mais qui n'est pas mobile. Parce qu'un périnée, ça monte et ça descend. Moi, je donne l'image d'un trampoline. Un trampoline qui n'est pas assez tendu, ça ne sert à rien, il ne fait pas son job de trampoline. Et un trampoline qui est trop tendu, ça devient un plancher. Et souvent, on dit que le périnée, c'est le plancher pelvien. Moi, je l'utilise de moins en moins, ce terme-là, parce qu'un plancher, ça sous-entend que c'est dur, alors qu'en fait, c'est plutôt un diaphragme pelvien. Donc, en fait, en parallèle avec le diaphragme respiratoire, c'est souple, c'est mou, c'est fonctionnel. C'est une très bonne image que tu viens de donner sur comment le trampoline, il faut qu'il soit bien dosé, quoi. C'est ça, c'est le juste équilibre et on fait le mix entre la génétique et le sport qu'on pratique. Forcément, si toi tu as fait du trampoline du coup en sport, c'est un des sports les plus traumatisants pour le périnée. Mais si on maîtrise son périnée, si on le fait bien travailler, si on entretient derrière comme on mettrait des crèmes sur un visage, entre guillemets, ou comme on ferait des soins pour repulper, densifier, etc., il existe maintenant des soins divers et variés où on peut entretenir aussi les tissus mous du périnée. Alors là, on a parlé du périnée dans la vie de tous les jours, hommes et femmes. Par rapport à spécifiquement la grossesse et l'accouchement, quel rôle est-ce que le périnée y joue pendant l'accouchement et qu'est-ce que la grossesse a pu lui faire? Est-ce qu'il a été mis à mal? Alors, du coup, on va commencer chronologiquement par la grossesse. Il y a tout le poids du bébé, du liquide amniotique, etc. Donc, tout ça, c'est du poids qui se rajoute sur le périnée et sur la sangle abdominale. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne ensemble. Donc, si on ne connaît pas son périnée, si on ne sait pas comment il se contracte, et si on contracte mal ses abdos aussi, forcément, on subit un peu le poids du bébé. Alors que si on sait engager correctement ses abdos, le truc assez classique, quand vous soufflez, tout doucement comme ça, le bas du ventre doit rentrer et même au 3e trimestre, le ventre doit disparaître, presque comme si on ne le voyait plus. Vous inspirez, la sangle abdominale se relâche et du coup le volume du ventre réapparaît et vous soufflez et le ventre rentre presque comme s'il disparaissait. Ça, en synergie, le périnée fait la même chose. Quand vous inspirez, il descend. Quand vous soufflez, il remonte. Et ça permet de le faire travailler. Donc, tout le principe du sport pendant la grossesse permet d'entretenir ses abdos et son périnée. Et donc, du coup, quand on connaît mieux ses abdos et son périnée, on arrive à un moment de l'accouchement où ça se passe le mieux possible. Après, avec un bémol pour l'accouchement, c'est-à-dire que, comme tout, c'est le début de la maternité. La maternité, le maître mot, je crois que c'est apprendre le lâcher prise. On ne maîtrise plus grand-chose. Et l'accouchement, c'est difficile parce que c'est vraiment le premier moment, surtout quand c'est le premier, où il faut accepter de lâcher prise, de faire confiance et de faire confiance à son corps, de faire confiance à son bébé, de faire confiance au corps médical, avec tout ce qu'il y a autour et de prendre le risque que ça peut ne pas se passer hyper bien. On diabolise beaucoup les épisiotomies et les déchirures, ça fait partie entre guillemets du risque à prendre quand on accouche, sachant que les épisiotomies on peut s'en passer un maximum, c'est-à-dire c'est quand l'obstétricien il coupe clairement avec un ciseau, donc ça on évite le plus possible. Les maternités actuelles évitent de plus en plus de proposer ce geste et le font vraiment qu'en dernière intention, comme les spatules, comme les forceps, comme la ventouse. Tout ça, c'est un combo qui est normalement réservé à l'obstétricien et qui prend la décision quand le bébé est en souffrance et qu'il faut faire un geste obstétrical pour sortir le bébé et pour lui sauver la vie. Bon, malheureusement, la santé est parfois un business comme un autre et des fois, il faut aussi calculer le temps qui reste, combien il y a de dames en train d'accoucher en même temps. Et c'est là où ça devient compliqué parce que l'accompagnement n'est pas en one-to-one. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent dans le périnée, tu vois. Je suis obligée de parler de tout parce que le périnée, il porte tout ça. Parce qu'un accouchement qui se passe bien, le périnée, il s'écarte.
tranquillement, les contractions vont faire ouvrir le col de l'utérus. En même temps que le col de l'utérus s'ouvre, le périnée il s'ouvre tout doucement, et au moment de la poussée, l'engagement des abdos se fait, les abdos se contractent très fort, l'utérus contracte très fort, et le bébé qui est déjà engagé dans le bassin est expulsé avec un périnée qui est très ouvert. Et puis après, en postpartum, ça cicatrise tranquillement, et tout peut se passer dans le meilleur des cas. Mais l'accouchement tel qu'il est aujourd'hui, du moins en France, fait que le périnée subit bien des choses autres que ce qu'il aurait à supporter pour un accouchement des plus physiologiques possibles, quoi. Oui, parce que là, tu mentionnes les spatules, la ventouse, les forceps. Je pense qu'on oublie aussi que ça, en fait, ça abîme le périnée. Alors, les ventouses, non, parce que ça touche pas au périnée. Sauf si ça entraîne un accouchement rapide, mais en général non, parce que c'est fait en fin d'accouchement. Par contre, les ventouses et le forceps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, c'est pas ce qui abîme le plus le périnée. Ce qui abîme le plus, c'est quand même soit une déchirure qui s'est pas bien passée, soit une épisiotomie. Et ça l'abîme dans le sens où ça crée une cicatrice. Après, une cicatrice, ça se répare. Ça se travaille. Le plus difficile, c'est quand en fait les muscles se sont déchirés en interne et qu'on ne l'a pas vu. Parce que si tu veux, une déchirure, il y a plusieurs plans en fait. Il y a la peau, il y a les tissus mous dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les fascias, et il y a les muscles. Des fois, tu as des déchirures, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Tu as eu un petit point. Et en fait, dessous, parce que ça n'a pas beaucoup saigné, parce que la peau est nickel, dessous les fascias et les muscles se sont beaucoup abîmés. Et plus tôt on le voit, mieux on peut améliorer la cicatrisation tissulaire et musculaire. Mais ça, quand la prise en charge du postpartum est trop tardive, on arrive à 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, et en fonction de chaque femme, on voit ce qu'on peut obtenir, mais c'est plus compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas diaboliser l'épisiotomie, parce que des fois, une épisiotomie propre, qui est certes à toucher du muscle, etc., mais qui a permis un accouchement par voie basse qui se passe le mieux possible, et derrière que ça soit recousu proprement, que les muscles soient bien recousus, que les fascias soient bien recousus, que la peau soit bien recousue, ça paraît... quand on accouche et qu'on n'est pas préparé, ça paraît énorme, mais en fait, en postpartum, des fois, ça permet moins de lésions que des lésions profondes qui ne se voient pas à l'œil nu au moment de l'accouchement. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite. Le problème, il est là, c'est que c'est tout l'accompagnement de la médecine qui doit se faire au mieux pour aider au mieux la maman, mais surtout ne pas laisser traîner. Ça, c'est la clé. Et est-ce que tu dirais, et j'ai la sensation de l'avoir souvent entendu, que c'est une zone qui garde des empreintes, que parfois on peut, 30 ans après un accouchement, avoir toujours au périnée, la zone du périnée, des douleurs qui reviennent de l'accouchement si on ne les a pas bien soignées. Est-ce que tu le vois dans ta pratique ? Alors, pas plus cette zone qu'une autre. Par contre, comme c'est tabou et comme on n'en parle pas, et comme la douleur pelvienne, c'est une notion très très nouvelle, moi ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des femmes qui venaient 20, 30, 40 ans après leur accouchement parce qu'elles avaient eu des cicatrices douloureuses et que personne leur avait dit qu'il fallait les masser, qu'on pouvait, ce qu'on appelle défibroser. Donc quand la cicatrice est épaisse, moi je la masse entre deux doigts, mais du coup c'est loin d'être agréable, qu'on se l'entende, c'est vraiment je défibrose, donc elle est un peu dure et je la travaille de manière à ce qu'elle s'assouplisse. J'ai plusieurs éléments au cabinet qui me permettent aussi d'aller dans le sens de la bonne cicatrisation, mais c'est parce que la cicatrice est pathologique. Du coup, que ça soit une cicatrice de l'abdomen ou une cicatrice du visage, c'est pareil. C'est juste que le soin des cicatrices est assez récent. La prise en charge de la douleur pelvienne est aussi assez récent. Donc le combo des deux fait que beaucoup de femmes gardent des douleurs longtemps parce qu'elles sont allées voir un professionnel de santé qui leur a dit je ne sais pas. Donc c'est pas parce qu'un pro de santé ne sait pas que les autres ne savent pas non plus. Il n'y a pas de solution. Il y a peut-être. C'est ça. Est-ce qu'il y a des positions pour accoucher qui font moins de dégâts, en tout cas qui protègent mieux le périnée en physiologie ? Alors,
évidemment, toutes les postures qui permettent d'être avec le périnée en bas, et qui du coup favorisent, grâce à la pesanteur, la descente du bébé, sont à favoriser. Mais au moment de la poussée, c'est sûr que c'est mieux aussi d'avoir le périnée en bas. Après, l'obstétrique, c'est pas ma partie principale, parce que moi, du coup, je rééduque le périnée. Je ne suis pas sage-femme et je suis pas obstétricienne. Donc, j'ai des connaissances sur la partie obstétricale, donc la partie purement accouchement, mais je n'en ai jamais pratiqué, je n'en ai jamais vu. Donc, mes conseils vont être relativement proches de ceux que j'ai vus dans les livres. Si tu veux, j'aurais pas de conseils de terrain. Mais ce qui est sûr, que si on se fait aider par la pesanteur en étant avec plutôt le périnée en bas, et en ayant le maximum de force pour contracter ses abdos, ben forcément l'accouchement sera plus rapide, donc moins de temps à étirer les tissus, moins de temps en souffrance. Encore une fois, je ne veux pas du tout dramatiser la position obstétricale, parce que je sais que des fois on n'a pas le choix. Donc on fait au mieux. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup plus... autant sur la rééducation périnéale, je pense sincèrement que les kinés ont leur place aux côtés des sages-femmes. Autant sur la partie obstétricale et accouchement, j'ai 2-3 notions, mais clairement, ce n'est pas mes compétences. D'accord. Alors, justement, on va parler de ton domaine de compétences, de la rééducation, du postpartum. Qu'est-ce qu'on peut faire en rééducation? Quand? Avec qui? Donc, tu l'as plutôt dit, hein, vous et les sages-femmes. Ouais. Et pourquoi on rééduque le périnée? Ok. Alors, plusieurs notions. Moi, j'aime pas ce mot de rééducation du postpartum. J'aurais dit plutôt accompagnement postnatal, parce qu'en fait, on rééduque pas qu'un périnée. Et la guéguerre qui existe, en fait, on va parler politique 2 secondes et administratif 2 secondes. Donc, le kiné et la sage-femme peuvent faire de la rééducation périnéale. Les kinés peuvent faire de la rééducation abdominale. Le kiné peut faire de la rééducation périnéale après l'accouchement, uniquement au bout de 3 mois, ou si la patiente avait déjà du trouble du périnée avant. Parce que politiquement et depuis quelques années, les sages-femmes ont eu le droit et l'exclusivité de prendre en charge cette partie-là de la rééducation périnéale. Ce qui fait qu'on va souvent voir une sage-femme en postpartum, que c'est le classique. Le problème, c'est que les sages-femmes, elles ont plein de compétences, mais la compétence musculaire et la compétence rééducation de l'automatisation du périnée dans la cavité abdominale, elles l'ont pas. Si tu veux, ça c'est plutôt notre partie à nous, parce que vraiment le muscle et les automatismes musculaires et ce qu'on appelle les schémas moteurs, les schémas moteurs, c'est vraiment notre partie. Donc pour avoir une bonne prise en charge, moi j'aurais tendance à dire allez voir la sage-femme et allez voir le kiné en rééducation abdominale. Comme ça, vous avez les compétences des 2 professionnels. Encore une fois, je fais un appel aux professionnels pour qu'ils travaillent en bonne intelligence, parce que franchement, en postpartum, c'est pas le moment de dire oh, la sage-femme, elle a pas fait ce qu'il fallait, ou la sage-femme qui dit oh, mais le kiné, il vous dit n'importe quoi. Ça, c'est pas à la maman de gérer cette partie-là. Donc, si elles sont pas d'accord, elles s'appellent, elles s'expliquent entre elles, la sage-femme et le kiné. Mais voilà, nous, on fait toute la partie réathlétisation. Et 3 mois postpartum, des fois, c'est long pour des mamans sportives. Tant tu as des mamans qui sont pas du tout sportives, qui n'en ont rien à faire, ça leur va très bien de juste pouvoir porter leur bébé, et encore que porter un bébé, porter des courses, ça reste du sport. Mais tu as des mamans qui ont été sportives toute la grossesse et qui ont dû s'arrêter, qui savent pas comment reprendre, et vraiment les accompagner à une bonne rééducation abdominale et à une reprise sportive, c'est important de le faire, et on peut le faire avant les 3 mois de la rééducation périnéale du postpartum chez le kiné. Donc pour moi, le combo gagnant, il est là, et il est sur une alerte précoce quand on voit que ça va pas. Parce que la consultation postnatale, elle est à 6 semaines. Donc quand tout va bien, 6 semaines, c'est bien. On a le temps de se remettre, etc. Mais quand il y a un problème qui n'a pas été décelé quand on sort de la maternité, 6 semaines, c'est long. Donc en fait, les problèmes, c'est ne pas retenir les sels et ne pas retenir les gaz. Ça, c'est vraiment des choses, l'anneau rectal, on le laisse trop souvent de côté, mais cette partie-là, il faut quand même s'en occuper assez tôt. Et le problème, c'est que souvent, elles sont constipées, les mamans, et du coup, elles ne prennent pas conscience qu'elles ont de problèmes à retenir les gaz et les sels. Donc retrouver un transit
correcte, c'est important, avant même les 6 semaines. Et s'il y a des fuites au gaz, des fuites anales, se plaindre au gynécologue et faire un bilan pour savoir s'il n'y a pas un défect du périnée à traiter précocement. Donc ça, c'est important. Et les cicatrices, justement. Les cicatrices, être sûr, si elles tirent, si elles sont très douloureuses, si c'est vraiment pas supportable, faut quand même pas hésiter à aller consulter. Donc, souvent, il y a trop de mamans qui se disent, OK, j'ai le pédiatre dans un mois, j'ai la visite du gynécologue à 1 mois et demi, et pendant le premier mois, je suis tranquille. Mais c'est aussi que là, souvent, des choses se jouent, et la sage-femme est là, les kinés spécialisés en périnatalité, en rééducation du périnée sont là, et l'accompagnement par les professionnels de santé peut se faire. Et puis, quand on n'est plus dans la santé, c'est là où arrivent aussi tous les professionnels du bien-être autour de la maternité. Pour moi, la pluridisciplinarité est autour de la maman. Comme j'ai dit au tout début, autour du patient, ben là, c'est autour de la maman, du papa et du bébé, de la nouvelle famille, est très, très importante et très tôt. Et pourquoi est-ce qu'on rééduque le périnée ? C'est quoi l'enjeu ? Ah oui, pardon. Non, mais c'est hyper important. Alors, c'est là où j'en ai parlé au tout début aussi, c'est qu'en fait, on n'aurait pas à rééduquer tous les périnées si on les avait bilantés avant. Parce qu'il y a des périnées du postpartum qui vont très bien. Et tout est une question de bilan et d'expertise professionnelle, parce que si on se base sur les recommandations de l'ICS, donc l'Incontinence et Continence Society, si je ne dis pas de bêtises, et le CNGOF, donc le Conseil national des obstétriciens et gynécologues de France, on fait une rééducation du périnée que s'il y a des fuites urinaires après 3 mois postpartum. Ça, c'est les recos internationaux, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rééducation du postpartum dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'on accepte que la rééducation périnéale du postpartum soit en fait une rééducation postnatale globale. Parce que dans cette période de vie, on a besoin d'être accompagné, tant au niveau psycho-émotionnel qu'au niveau physique. Et des fois, il y a des mamans qui ont besoin de rééducation postnatale, qui n'est pas du tout une rééducation du périnée, mais qui est une rééducation des abdos, par exemple. Donc, l'accompagnement, il y a donc une prise en charge sécu qui peut l'être si on est dans la pathologie, et un accompagnement bien-être. Mais du coup, la rééducation du périnée, elle est soumise à bilan. Et le bilan, c'est uniquement si on a des gènes. Et on tourne un peu en boucle dans le sens où souvent on découvre des gènes qui étaient là avant. Quand on leur dit « Ah, mais vous avez des fuites urinaires ?» « Oui, ben enfin, j'en ai toujours eu, quoi. » Ah ouais, déjà, on arrive un peu tard si vous en avez toujours eu. Ou est-ce que, enfin, le classique d'un bilan du périnée, c'est fuite urinaire, fuite anale, les rapports, comment ça se passe en termes de sensations, en termes de douleur, et après, manuellement, bilanter le périnée, donc savoir comment les muscles se contractent, la qualité de contraction, est-ce que le muscle bouge, la force musculaire et la synergie avec les abdos. Donc on demande de lever une jambe, on demande de tousser, on demande de souffler, ça c'est le bilan complet, et à l'issue de ça, on sait s'il y a nécessité de faire une rééducation. Voilà. Et on sait par quoi on commence en fonction de la demande de la patiente, bien évidemment. Donc on rééduque un périnée pour éviter d'avoir à rééduquer encore plus tard. C'est-à-dire qu'après, si on ne le fait pas là, ben on arrive à la ménopause, où il y a un déficit hormonal, puisque ménopause veut dire qu'il y a moins d'hormones dans le corps, donc des tissus mous qui sont encore plus mous, j'ai envie de dire, encore moins toniques, des muscles qui sont encore moins forts, et à nouveau des fuites urinaires qui peuvent apparaître à ce moment-là. Mais c'est pareil, quand on bilante à la ménopause, on s'aperçoit qu'en fait, on aurait dû les rééduquer en postpartum, ou on aurait dû leur donner des bonnes habitudes des gens quand elles étaient jeunes. Donc en fait, quand on le fait en postpartum, on s'évite le palier d'après de le faire à la ménopause. On prévient. Mais là, tu m'apprends un truc de me dire que toutes les femmes n'ont pas besoin de rééducation du périnée, qu'il y a des chanceuses, même si peut-être elles ne sont pas chanceuses, mais en tout cas des femmes qui n'ont pas besoin d'un travail spécifique sur cette zone, mais qui en revanche, est-ce que tout le monde a besoin d'une rééducation des abdos ? Alors ça, j'aurais tendance à dire oui, parce que quand même, les abdos, c'est plusieurs couches. C'est les grands droits, les tablettes de chocolat qu'on a tout devant. Les obliques qui font des croix un peu aplaties à droite et à gauche du ventre, et le transverse qui fait tout le tour comme une ceinture naturelle.
Surtout les grands droits se sont énormément étirés. Plus d'une dizaine de centimètres, ça dépend des tailles de bébé, ça dépend des formes de ventre. Ils se sont écartés et étirés. Donc, en postpartum immédiat, il y a quelque chose de naturel qui s'appelle le diastasis. On entend beaucoup parler. Le diastasis du postpartum, c'est normal. Les abdos se sont étirés, il leur faut un temps pour ça se remettre en place. Et c'est là où la rééducation doit être intelligemment faite, parce qu'il faut aller dans le sens de la cicatrisation abdominale pour éviter de se retrouver avec un diastasis pathologique, 1 an et demi, 2 ans après, avec des abdos qui sont restés très écartés, avec une ligne blanche. La ligne blanche, c'est la ligne que vous avez au-dessus et en dessous du nombril, qui est un peu plus dure, où il n'y a pas trop d'abdos dessus. C'est fibreux, c'est ce qu'on appelle un fascia. C'est pas du tout musculaire, mais cette ligne blanche, si elle n'est pas bien rééduquée, en fait, vous pouvez avoir comme un trou si vous mettez les doigts. Enfin voilà, ça fait pas son rôle de maintien. Et donc du coup, encore une fois, toutes celles qui s'en servaient pas bien avant la grossesse, eh ben, il va falloir apprendre à bien leur servir. Et même celles qui s'en servaient bien, qui avaient une bonne sangle abdominale, souvent elles n'ont rien fait pendant la grossesse, alors que maintenant on le sait. Le sport pendant la grossesse est vraiment recommandé, et même celles qui ne sont pas sportives, il faut qu'elles s'y mettent. Mais le sport pendant la grossesse, c'est quelque chose de bien particulier, hein. C'est pas du no pain, no gain, hein. C'est de l'entretien, de l'activité physique adaptée, de la mobilité. Mais du coup aussi un bon engagement des abdos pour qu'ils soient performants pour le jour de l'accouchement et pour le postpartum immédiat, et pour une bonne remise juste après l'accouchement. Donc, moi, ce que je dirais, que ça soit périnée ou abdos, tout le monde a besoin d'un bilan, et d'un bilan bien fait. Ça, c'est un minimum. Et après, on décide, on voit ensemble s'il faut 4-5 séances, s'il en faut 15, s'il en faut 20. Voilà, on accompagne en fait, on accompagne à la carte. Souvent, en postpartum, on a des douleurs de dos. J'apprends à vivre avec. Non, c'est pas vrai, mais je pense qu'on découvre aussi ce mal de dos lié à la posture et au vide du ventre. Mais c'est aussi parfois parce que les abdos font pas bien leur travail. Ça peut être un des symptômes finalement qui se retrouvent dans le dos. Oui, tout à fait. Une partie des lombalgies, donc lombalgie, ça veut dire avoir mal au bas du dos, est due à une mauvaise utilisation des abdos. Et exactement ce que je vous ai dit pour le périnée, c'est-à-dire qu'un périnée fort, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas compétent. Des abdos forts, ils ne servent pas à grand-chose s'ils ne sont pas compétents, mais encore plus s'ils ne sont pas forts, si on est en postpartum immédiat et qu'on ne sait pas s'en servir. Du coup, il y a un transfert de compétences. C'est-à-dire que si les abdos ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas assez forts, c'est les muscles du dos qui prennent la suite, et du coup qui travaillent un peu trop. Donc si c'est que les muscles, si c'est que musculaire, c'est pas très grave, il suffit de bouger et d'étirer. Ça peut passer assez vite, mais c'est pas parce que ça peut passer assez vite que c'est pas douloureux, parce que le mal de dos c'est particulièrement embêtant. Et l'autre partie, ça peut être vraiment parce que le bassin il bouge d'une manière particulière lors de l'accouchement, justement. On appelle ça la nutation et la contre-nutation. C'est un mouvement très particulier. Le bassin, c'est 2 iliaques et un sacrum. Donc les iliaques, c'est les gros os sur les côtés. Le sacrum, c'est l'os au milieu dans le dos. Et en fait, quand on marche, droite-gauche, il y a un tout petit cisaillement entre l'os iliaque et le sacrum. C'est vraiment pas un gros mouvement. Par contre, quand vous accouchez, il y a un mouvement très particulier, la nutation et la contre-nutation, c'est le sacrum qui bouge au milieu des 2 iliaques, pour laisser la place au bébé de sortir, et qui revient en place. Sauf que des fois, il ne revient pas exactement comme il faudrait. Et du coup, là, c'est le travail de l'ostéopathe, c'est plus le travail du kiné, c'est le travail de l'ostéopathe, de redonner de la mobilité, redonner du mouvement, remettre en place, et je mets bien des guillemets à remettre en place parce que c'est un abus de langage, c'est rarement complètement déplacé, mais en tout cas, s'il y a des déséquilibres de tension, ça peut engendrer des douleurs, et c'est là où il ne faut pas attendre en fait, parce que la douleur a un impact sur l'émotionnel, plus le manque de sommeil, ça peut faire une vraie bombe à détonation rapide, quoi. Donc pour la douleur, on consulte tôt. Et alors la douleur en haut du dos, entre les omoplates, souvent c'est pendant l'allaitement, ou quand on porte un bébé. Est-ce que ça c'est aussi lié à des abdos qui travaillent mal, ou là c'est spécifique parce qu'on porte ou on allaite ?
Alors, il y a deux raisons principales. Encore une fois, il y a jamais qu'une seule raison. Mais les deux raisons principales que je vois aux douleurs dorsales en postpartum, c'est effectivement l'allaitement, donc plutôt positionnel. En allaitement, on étire longtemps les muscles. Quand on porte bébé, on les fait travailler et trop souvent, les femmes n'utilisent pas assez les muscles du haut du dos et les muscles des bras. C'est vraiment autant les mecs assez jeunes, tu vas les voir faire des pompes. Autant les femmes, souvent, c'est des muscles qu'elles travaillent pas trop. Elles travaillent pas mal les jambes, mais elles travaillent pas assez les bras, donc c'est souvent pas assez musclé. Donc ça, c'est une des raisons. Et après, c'est le diaphragme, là, par contre. Parce que dans la position d'allaitement, complètement enroulé, avec le plexus solaire fermé, avec le diaphragme fermé, en fait, on n'a pas une bonne respiration. Donc moi, ce que je conseille beaucoup aux mamans, c'est qu'en position d'allaitement, elles essayent de mettre vraiment de prendre le temps de s'installer, de ne pas faire ça à la va-vite, parce que c'est un vrai moment d'échange avec le bébé, de bien s'installer, de se redresser, d'essayer de pousser la tête vers le haut, pour un peu faire un léger auto-agrandissement. C'est un classique de la rééducation abdominale. Normalement, elles sentent un peu que les abdos s'engagent. Et surtout, à ce moment-là, de respirer. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. C'est simple à mettre en place. C'est un rythme assez simple. C'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et de faire ça pendant l'allaitement. Parce que du coup, ça calme aussi le bébé. Et même pendant qu'on donne le biberon, du coup, ça calme le bébé, ça calme la maman. Ça permet de bien travailler la course du diaphragme. C'est une course musculaire, c'est quand il va d'une contraction à une autre. Par exemple, le biceps, qui est le muscle du bras, on va de bras complètement tendus à bras complètement pliés. C'est la course complète du muscle biceps. Eh bien, la course complète du muscle diaphragme, c'est quand on va souffler au maximum, quand on n'a plus du tout d'air, à inspirer au maximum quand on n'a plus du tout la place de prendre d'air. Et de faire ce travail, d'avoir une respiration très très ample et lente. Non seulement il y a les vertus calmantes de la cohérence cardiaque, mais il y a les vertus physiques de mobiliser son diaphragme. Alors ça peut tirer un petit peu dans le dos parce que ça fait bouger des muscles, ça fait bouger des côtes. Mais au final, normalement, on se sent mieux quand on a fini cet exercice. J'étais en train de le faire pendant que tu parlais. C'est pas agréable. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les abdominaux hypopressifs ? Et pourquoi ce mot, aujourd'hui, on l'entend et qui n'existait pas vraiment dans le langage, en tout cas dans la famille des sportifs avant ? Ok, avec plaisir. On va faire un peu d'histoire, du coup. Le premier à avoir parlé des abdos hypopressifs, il s'appelle Marcel Coffrier. Il a créé la gymnastique abdominale hypopressive de Marcel Coffrier, ça s'appelle exactement. C'est une marque déposée. Il s'est inspiré de la fausse inspiration qu'on peut retrouver au yoga dans Uddiyana Bandha. Il me semble que tu es prof de yoga, tu dois connaître. Voilà. Donc, c'est des respirations, c'est des pranayamas du yoga. Et ça a plein de vertus. Donc, il l'a pris, il l'a extrait, il l'a utilisé avec plein de postures, et il a créé un concept. Ça, c'était déjà il y a 40 ou 50 ans, quelque chose comme ça. Donc, lui, c'est le premier à en avoir parlé. Derrière est arrivée Bernadette de Gasquet, qui a fait tout son concept aussi, et qui, elle, a mis la fausse inspiration thoracique, qui n'a pas donné le même nom, qui n'est pas utilisée de la même manière. Donc, il y a la fausse inspiration aussi, mais pas avec les mêmes postures, pas avec le même enchaînement, donc ça n'a pas les mêmes effets physiologiques. La technique de Marcel Coffrier a un petit peu évolué à l'international et est devenue le low pressure fitness ou l'hypo-fitness qu'on connaît maintenant. Donc ça, c'est vraiment des concepts. Maintenant, pourquoi ça s'appelle hypopressif et pourquoi c'est mélangé dans la tête de tout le monde? Parce qu'en fait, il y a les abdominaux classiquement qu'on dit hyperpressifs, mais hyperpressifs pour le périnée. Ça veut dire que ça met beaucoup de pression sur votre périnée et que votre périnée, il a beau se contracter, il pousse vers le bas. Donc en fait, soit il ne se contracte pas et en fait il pousse vers le bas, soit il se contracte mais quand même il pousse vers le bas parce qu'il y a trop de pression sur le périnée. Souvent, on le voit quand vos abdos ils sortent. C'est-à-dire que vous avez l'impression de contracter à fond vos abdos, mais vos abdos vont ressortir. Si vos abdos ressortent, votre périnée ressort. Ça, c'est hyperpressif. C'est la classe d'abdominaux qu'on aimerait le moins voir à ce jour et qu'on déconseille en postpartum. Le crunch, quand on fait le crunch, c'est ça? Ouais, voilà. Après, il y a la classe d'abdominaux
normopressifs. Donc les normopressifs, c'est quand il y a un correct engagement du périnée et du transverse. C'est-à-dire que le périnée, il est censé remonter. Là, si en m'écoutant, vous êtes assis sur une chaise, sur un canapé, mais les deux fesses bien dans l'axe, si vous retenez un léger gaz, sans contracter les fesses, normalement, vous sentez que votre périnée remonte. Et si vous allez plus devant sur votre périnée, donc pour les femmes, ça va être donner l'impression, par exemple, de rapprocher les petites lèvres et de retenir les urines. Pour les hommes, ça va être de remonter les testicules. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, mais ils pourront essayer. Si. Donc remonter les testicules, pas comme si le scrotum se rétractait, mais vraiment comme si les testicules remontaient et retenir les urines aussi. Donc on a fait devant et derrière, et quand on fait ça, normalement ça remonte. Et si tout se passe bien, on a même le bas du ventre qui rentre. Ce qui, en pilates, en yoga, se traduit par engager le centre. Souvent, on a beaucoup de profs qui disent engager le centre, c'est ça en fait. Donc, quand le périnée remonte et que le bas du ventre rentre, c'est des abdos normopressifs. Il y a de la pression qui va sur les abdos, il y a des pressions qui vont sur le périnée, mais comme le périnée s'engage bien, les abdos s'engagent bien, et cela de manière automatisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin de penser exactement à comment contracter son périnée et ses abdos, c'est des abdos normopressifs. Et les hypopressifs, c'est quand il n'y a pas de pression sur le périnée. Donc en fait, avec cette fausse inspiration thoracique, les organes ont tendance à remonter et il y a soit une contraction réflexe du transverse, parce que c'est ce qu'on recherche le plus souvent, mais on en entend beaucoup parler, mais c'est décrié, parce qu'en fait, il y a quand même des pressions sur le périnée. C'est juste que comme les organes remontent le plus possible, ben, le périnée peut s'engager en course complète, donc remonter au maximum, se contracter énormément, et que le transverse peut se contracter énormément. Il y a beaucoup de mélange dans la tête des gens, dans la tête des médecins, etc. Parce que souvent, il y a quelques années encore, je crois, c'est Bernadette de Casquet en parlait, le normopressif était considéré comme de l'hypopressif. Tu vois ? Donc, c'était pas très clair. Les gens disaient, je veux faire de l'hypopressif. Ouais, mais l'hypopressif, c'est forcément en apnée. Donc, c'est pas fonctionnel. C'est une super technique de rééducation. C'est une super technique à implémenter dans des cours de sport, dans plein de choses. Mais tu finis toujours, en fait, enfin, c'est pas ultra fonctionnel. Tu peux pas faire ça dans le quotidien. Le normopressif, c'est la bonne manière d'engager ses abdos dans le quotidien. Donc le travail d'un rééducateur, c'est de faire en sorte qu'en normopressif, le périnée et les abdos soient fonctionnels, s'activent de manière normale. Tu vas chercher quelque chose dans ton placard en haut dans ta cuisine, tu montes sur demi-pointe, ton périnée, ton transverse s'active. Tu vas chercher quelque chose, tu vas récupérer ton bébé au fond du lit, tu remontes, ton périnée et ton transverse s'activent. Ça, c'est du normopressif qualitatif. Donc, l'hypopressif, c'est devenu un gage de qualité, mais c'est surtout marketing, parce que c'est bien, il faut en faire. Moi, je propose à toutes mes patientes, mais ça fait pas tout. Si on veut faire les choses vraiment bien, c'est le normopressif, c'est-à-dire que apprendre à contracter correctement son périnée et son transverse et faire en sorte surtout que ça devienne automatique pour pas y penser à chaque seconde de sa vie. Alors, j'ai encore quelques questions hyper précises. Donc, si tu peux nous expliquer la différence entre un étirement qu'on peut faire et de la mobilité, et ce qui fait que ça a un impact sur le corps, et pourquoi l'un et l'autre peuvent être complémentaires ou pas, mais qu'il y ait une différence. Ok. Un étirement, c'est souvent passif. D'accord ? Même si tu te mets en posture d'étirement, tu laisses le muscle s'étirer de manière passive. La mobilité, c'est toujours actif. C'est-à-dire que c'est ton muscle qui bouge dans une amplitude maximale. Donc déjà, c'est pas la même chose. Le côté passif, les dernières études ont prouvé que en termes de gains, c'était pas énorme. Donc ça peut faire du bien à l'instant T. Pourquoi pas le faire, j'ai envie de dire. Mais en soi, ça va pas changer grand-chose sur les performances physiques. Par contre, s'il y a une douleur quelque part, les douleurs, ça peut être les muscles, mais ça peut être aussi des fascias qui sont un peu adhérents, etc. Ce qui est hyper intéressant et ce qu'on fait en kinésithérapie, c'est un étirement passif, mais bouger par-dessus. Par exemple, vous vous penchez sur le côté pour étirer un peu votre flanc, et vous vous penchez un peu devant, un peu derrière. Ça reste passif, mais ça fait ce qu'on appelle bouger les plans de glissement. Mais ça reste passif. La mobilité,
ça va être de chercher au maximum l'amplitude du mouvement, mais avec un engagement musculaire. Du coup, c'est ce qu'on retrouve encore beaucoup au yoga. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que les muscles travaillent et travaillent dans beaucoup d'amplitudes différentes, travaillent aussi en excentrique, donc les contractions musculaires, il y en a 3 types, il y a le concentrique, le muscle se raccourcit, l'isosymétrique où en fait le muscle ne bouge pas, et l'excentrique où le muscle se contracte en étant étiré. Et ça, on sait que c'est ce qui permet aux muscles, mais aussi à tous les fascias, dont les fascias, c'est tout ce qui entoure le muscle, tendons, ligaments, tout compris, en gros, toutes les parties molles non contractiles, c'est la meilleure façon de les renforcer. Donc tout travail fait à un excentrique va être positif, et souvent il y a de l'excentrique dans la mobilité. Voilà pourquoi il ne faut pas forcément les opposer, on peut faire les deux. Mais en termes de gain musculaire, la mobilité aura beaucoup plus d'intérêt. On va dire que l'étirement, c'est le bien-être. C'est son petit étirement plaisir. La mobilité, on est déjà de l'activité physique, on est déjà dans du sport, donc tant mieux. J'ai une dernière question sur le périnée à proprement parler, sur sa fonction. Il a quel rôle dans la sexualité ? Est-ce qu'il est majeur chez les femmes notamment ? Ouais, il est majeur quand même. Le périnée, donc du coup, le clitoris, organe du plaisir féminin, s'enchevêtre les branches du clitoris en fait donc je vous invite à aller voir à quoi ressemble un clitoris. Je vais essayer de vous le décrire au mieux, mais c'est un peu comme une petite bébête à 4 pattes avec une toute petite tête. Et du coup, on voit que la tête, on voit que le gland en fait qui est extériorisé, qui est juste au-dessus de la vulve. Mais à l'intérieur, il y a les piliers et il y a les corps spongieux du clitoris. Donc il y a 4 branches qui sont assez longues et qui s'enchevêtrent entre les muscles et les fascias du périnée. Le clitoris fonctionne exactement comme le pénis. Ils ont la même base à l'état embryonnaire, ils se différencient vers 6 à 8 semaines de développement embryonnaire et ont donc exactement la même façon de se comporter. C'est-à-dire qu'il y a une érection du clitoris, comme il y a une érection du pénis. Et l'érection du clitoris, en fait, les corps spongieux du clitoris sont enchevêtrés autour de l'entrée du vagin. Donc si les muscles ne sont pas assez toniques, pas forts, toniques, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que quand le corps spongieux du clitoris va se gorger de sang et va s'écarter, comme le ferait la verge par exemple, pour devenir dur en érection, si les muscles ne sont pas assez forts autour, du coup il n'y a pas assez de résistance et on peut avoir moins de plaisir sexuel. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un périnée tonique rentre en jeu dans le plaisir sexuel de la femme. Du coup, c'est tout notre travail aussi que de leur permettre d'avoir un périnée compétent pour retrouver des sensations. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a eu des enfants que c'est foutu et qu'on n'aura plus jamais de plaisir sexuel par la pénétration, parce qu'on n'est pas obligé de passer par la pénétration, mais pour celles qui voudraient retrouver du plaisir sexuel par la pénétration, c'est possible. Il y a des solutions. Et même moi, je trouve personnellement, c'est que comme j'ai découvert ce qu'était le périnée, en fait, finalement, la sexualité, c'est mieux dans un sens parce qu'on a plus conscience de notre corps, qui était une zone avant pour moi, j'avais absolument aucune information. Donc finalement, la maternité, pour moi, ça va à l'encontre du cliché de c'est moins bien après. Ça a été mieux juste parce que j'ai découvert mon périnée. C'est ça. Et c'est vrai que comme c'est une zone taboue parce que c'est pipi, caca, cucu, c'est donc une zone qu'on connaît peu, on subit, je crois, le poids sociétal d'une éducation un peu patriarcale, archaïque, judéo-chrétienne, qui fait que le sexe, c'est que pour faire des bébés, donc on n'a pas le droit de toucher ni de regarder. La masturbation des filles, oulala, on n'a pas le droit. Donc on commence à avoir une libération du langage autour de tout ça. Donc oui, il faut s'explorer, il faut connaître son corps, il faut savoir comment il fonctionne. Et c'est fou, il y avait eu... J'ai pas en mémoire très précisément les études, mais en gros, il y a une majorité d'hommes qui connaissent mieux le sexe féminin que les femmes. Parce que des hommes qui ont envie de... Alors, tu as des hommes qui n'ont pas envie de faire plaisir aux femmes et qui s'intéressent qu'à eux, ça, il y en a. Mais une partie des hommes qui ont envie de faire plaisir aux femmes, qui prennent le temps de regarder, d'étudier, puis qui le voient.
Parce qu'en fait, quand ils descendent entre les jambes, qu'ils le voient, et tu as des hommes, ou des fois dans un couple qui se connaît depuis longtemps, l'homme connaît mieux le sexe de sa femme que la propre femme qui a jamais regardé dans un miroir. Tu vois, c'est fou. T'as raison. Donc il faut se regarder dans un miroir, c'est hyper intéressant, n'empêche. C'est ce que les sages-femmes le disent souvent. Il faut se regarder dans le miroir, apprendre à se connaître sans jugement. Sans jugement, parce qu'il y a toutes les formes de vulve, on le dira jamais assez, et que ce qui est le plus représenté dans les pornos, parce que malheureusement c'est là où on en voit le plus, c'est pas la vérité en fait. On en voit partout, et enfin c'est. Moi, encore une fois, je fais le pendant avec le visage. On a tous un visage différent, tous des couleurs d'yeux différents, une forme de nez différente, une forme de bouche différente, et c'est ça qui fait notre beauté, notre différence, notre charme à tous. En bas, c'est pareil. C'est vrai. J'ai une dernière question. Et là, c'est ton avis de professionnel vraiment éclairé dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est ceinture physiologique, les sondes, tout ce qui aide le postpartum avec justement des objets? Ok. Alors la ceinture, il y en a plusieurs. Et il y a la physiomate, encore une fois démocratisée par De Gasquet, qui tient le bassin. Donc ça, ok. En prépartum, les derniers mois, en postpartum immédiat, pour maintenir le bassin osseux, ça c'est ok. Le rebozo, qui est très à la mode, les soins rebozo, où on resserre le bassin, si c'est bien fait, ok, parce qu'il y a plein de petits nœuds, et en fait il faut qu'il y ait une pression descendante, il faut qu'il y ait plus de pression vers le bassin osseux et moins de pression vers la poitrine quand on remonte. En fait, il y a une vraie direction des pressions à avoir. Donc, le rebozo, oui, quand c'est bien fait, pourquoi pas. Les gaines, non, parce qu'en fait, ça serre à la taille, ça serre autour du nombril et ça envoie les pressions vers le bas. Donc, ce que je vous ai expliqué par rapport aux abdos normopressifs, c'est qu'on veut que le périnée s'engage, les abdos du bas s'engagent et ont plutôt tendance à remonter les pressions. Donc, à la limite, une culotte gainante pour aider. Parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment pas assez de maintien en postpartum immédiat, mais on passe des 15 jours, 3 premières semaines, quoi. On parle pas non plus de pendant 3 mois. Mais une culotte gainante, ça peut être pas mal parce que ça démarre très très bas. Donc ça, c'est bien. Les ceintures qu'on retrouve beaucoup en Asie, pareil, Madame de Gasquet a fait la Obi. C'est le principe du rebozo, c'est-à-dire qu'on serre fort en bas, on serre un peu moins fort au milieu et on serre quasiment pas du tout en haut. Mais c'est vraiment pour un maintien. Il n'y a pas d'études qui prouvent qu'on va mieux récupérer son ventre, si tu veux. Là, c'est vraiment, il faut plutôt tout de suite passer sur de la respiration correcte, d'où l'importance du bilan avant et de l'accompagnement avant, de savoir ce que c'est d'engager un périnée, de savoir ce que c'est d'engager ses abdos en soufflant, parce que ça, vous pouvez le faire à la clinique même. Le fait d'aller contracter son périnée, le fait de souffler et de rentrer son bas du ventre, tout ça, c'est positif. Là, on était beaucoup sur la partie abdos. Et sur la partie périnée, en postpartum immédiat, juste des exercices pour prendre conscience de son périnée. Et en rééducation, moi j'utilise beaucoup de matériel différent au cabinet. Et souvent, je propose ce qu'on appelle les sondes connectées. Parce que je trouve que ça permet que les patientes elles viennent au cabinet 1 à 2 fois par semaine. Je travaille en manuel, je fais de la posturologie, en gros j'agrémente mon bilan au fur et à mesure des séances, mais le renforcement pur et dur du périnée, elles le font à la maison tranquillement sur leur canapé ou sur leur lit, et il y a un côté un peu ludique parce que ça peut ressembler à des jeux vidéo, donc ça c'est des produits que j'aime bien. Je sais pas si tu voyais d'autres produits. Non, mais après, c'est vrai qu'on nous bombarde un peu de les ceintures et les sondes, donc ça m'intéressait d'avoir derrière le marketing. Voilà. Donc la sonde, c'est accompagné par un professionnel de santé, mais c'est très bien. Voilà, c'est encore une fois, le bilan doit rester à l'honneur parce que la sonde ne rééduque pas tout. Et du coup, si vous risquez de perdre du temps en étant autonome, et les ceintures, maintenir le bassin osseux tant qu'on veut, mais surtout pas des choses qui serrent au niveau du nombril. Eh ben écoute, merci beaucoup Sabrina, je pense qu'on a fait un long tour, même si tu proposes énormément de contenu, donc si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses qui vous intéressent, allez voir sur ta page, notamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que c'est très fort ce que tu fais, bravo, merci beaucoup, parce que merci. Je sais que ça aide plein de femmes.
Et comme on l'a vu, ça ne sert pas que à s'empêcher de faire pipi, se faire avoir des fuites urinaires. Il y a plein d'autres aspects très importants du corps de la femme. Donc merci Sabrina pour toutes ces précisions. Merci Clémentine pour l'invitation et merci pour ce temps. À très vite. C'était Sabrina, alias Princesse Périnée, kinésithérapeute et ostéopathe spécialiste du périnée. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.